Chers amis, bonjour, je suis bien heureux de vous retrouver pour notre point annuel sur les activités de l'IDEO. Cette année était pour nous une année assez exceptionnelle à beaucoup d'égards et pas seulement à cause de la pandémie qui, comme partout dans le monde, a beaucoup ralenti certaines de nos activités publiques. C'est une année de transition à beaucoup d'égards, je disais, parce que plusieurs frères sont partis, d'autres sont attendus, ont commencé à arriver, et des changements qui sont assez radicaux dans la composition de l'équipe. Vous savez déjà que je ne suis plus directeur, seulement directeur délégué en attendant le frère Emmanuel qui devra arriver au mois de septembre, mais ça c'est pas nouveau. La grosse nouveauté, c'est que le frère René Vincent a terminé donc son poste de direction à la bibliothèque de l'IDEO. Cela fait 24 ans qu'il était bibliothécaire, donc ça fait un très très gros changement et pour lui et pour nous. Je ne peux pas résumer comme ça en quelques minutes tout ce que René Vincent a fait au service de la bibliothèque dans laquelle je me trouve actuellement. Quand même quelques points saillants de son travail énorme accompli sur ces 24 dernières années. D'abord, il a recentré les acquisitions sur le patrimoine classique. Jusqu'alors, la politique d'acquisition d'ouvrages était un peu plus généraliste et pas uniquement concentrée, ou disons pas foncièrement concentrée sur le premier millénaire de l'Hégire. Et parallèlement à ce recentrage, il a élargi à toutes les éditions publiées dans le monde arabe. En fait, pour caricaturer, avant 95-96, la bibliothèque se donnait pour mission d'acquérir toutes les éditions égyptiennes, tout ce qui était paru en Égypte, dans le domaine islamique bien sûr, et à la fois la baisse de la qualité des éditions égyptiennes et à la fois la montée en puissance des éditions du reste du monde arabe, en particulier le Golfe et l'Arabie saoudite, ont encouragé René Vincent à recentrer sur le patrimoine classique et élargir à tout le monde arabe et pas uniquement à l'Égypte. Donc ça c'est un premier point assez important, pas très visible évidemment quand on vient, mais c'est fondamental sur la collection et sur l'identité même de la collection de la bibliothèque. Le deuxième point évidemment, c'est le développement d'une application de catalogage. N'ayant trouvé aucune application correcte sur le marché en 97, il a commencé à développer son propre logiciel de catalogage qui d'abord s'est appelé Alkindi, qui ensuite a changé de nom, s'est appelé Diamond. Au moment où on a distribué et commencé à distribuer cette application ailleurs qu'à l'IDEO, voilà. Et donc aujourd'hui, on a une application extrêmement performante, certes un peu compliquée à utiliser, c'est très technique, mais extrêmement performante. Et on a de plus en plus de partenaires qui nous demandent de travailler avec nous et d'utiliser cette application. Et donc certainement dans les mois et dans les années qui vont venir, cette application Diamond, qui est actuellement un tout petit peu confidentielle, devrait faire beaucoup parler d'elle. Et en tout cas, c'est René Vincent qui a tout commencé aussi dans les années 97. Et parallèlement au développement, il a aussi lancé une campagne systématique de catalogage de tous les ouvrages, donc en tous les alphabets, qui est terminée et qui fait que le catalogue en ligne est aujourd'hui un catalogue de référence dans les études islamiques. Il est accessible gratuitement en ligne, le catalogue. Les ouvrages ne sont pas lisibles en ligne, mais les données et toutes les relations entre toutes ces œuvres, tout ça est accessible en ligne, ce qui fait que notre catalogue en ligne est aujourd'hui un outil de référence pour les chercheurs du monde entier. Aussi évidemment l'équipe de la bibliothèque, au moment où René Vincent est arrivé, on avait il y avait 2 personnes plus quelques frères qui donnaient un coup de main à la bibliothèque. Aujourd'hui, il y a plus de 15 personnes qui travaillent à la bibliothèque, entre les employés, les vacataires, les volontaires. Voilà, donc il y a énormément de monde qui travaille à la fois au catalogage, bien sûr, mais aussi à la numérisation et aussi au service des lecteurs et aussi au rangement des livres, aux acquisitions, voilà, et qui enrichissent chacun à sa manière le catalogue et les relations avec les lecteurs. Donc plus de 15 personnes qui aujourd'hui travaillent, c'est aussi René Vincent qui a, en tant que directeur, énormément développé la bibliothèque et ses activités.
Ensuite, il y a, je disais, une chaîne de numérisation. C'est encore une activité qui a été créée il y a à peu près 4 ans maintenant. Je regarde là-haut parce que ça se trouve là-haut dans le bureau. 4 ans à peu près, donc en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Ce partenariat continue et donc à peu près 150 ouvrages par an sont numérisés et mis gratuitement en ligne sur le site à la fois de Gallica, de la bibliothèque, et notre catalogue. Donc 150 ouvrages par an, qui sont des ouvrages anciens de plus de 100 ans, et qui génèrent énormément de vues et qui sont très appréciés par les lecteurs du monde entier et les chercheurs du monde entier. Donc des ouvrages rares qui ne se trouvaient pas déjà à la BNF et qui ont plus de 100 ans. Ensuite, et là c'est actuellement en progrès, en travail, l'Agence française de bibliographie, l'ABES, a demandé à l'IDEO d'être la référence pour les notices d'autorité arabes classiques. Alors c'est un peu abscon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les auteurs classiques, les auteurs arabes classiques, il y a des notices d'autorité sur lesquelles on enregistre leur nom, toutes les formes possibles de leur nom, date de naissance, de mort, biographie, etc. Et donc ça implique de la standardisation de la forme du nom, de la translittération, et puis des identifiants internationaux qui permettent d'identifier de manière unique ces auteurs. Bref, toutes ces choses un peu techniques. En fait, l'IDEO, la base des données de l'IDEO va être la base de référence sur laquelle vont se construire en France la base de référence des autorités. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, ça s'appelle IDREF, et voilà, c'est les identifiants IDREF pour les auteurs classiques vont se construire à partir des données de l'IDEO. Donc encore un travail énorme auquel René Vincent a contribué, il a développé et contribué, et il laisse aujourd'hui, je le remercie énormément, il laisse aujourd'hui en partant au frère Mateus qui vient d'arriver, un frère brésilien, il laisse un outil absolument magnifique, majeur, incontournable dans le champ des études islamiques, à la fois comme référence et à la fois comme équipe de travail ici. C'est vraiment très, très impressionnant. Voilà, donc le frère Mateus, je l'ai présenté en 2 minutes, est un frère brésilien qui vient de terminer une thèse de doctorat au Canada en philosophie islamique. Le frère Mateus a déjà fait plusieurs séjours au Caire pour apprendre l'arabe et pour travailler sa thèse. Il a brillamment soutenu sa thèse récemment au Canada et il vient d'arriver au Caire. Il a pris maintenant la suite du frère René Vincent avec beaucoup de courage. Il faut pas mal d'humilité aussi pour succéder à quelqu'un comme René Vincent à la tête de cette bibliothèque. Et Mateus est plein d'énergie, plein de courage et il n'a pas du tout peur. Il se lance avec justement cette belle équipe qui travaille. Il se lance de tout son cœur dans cette aventure. Voilà, donc ça c'est un premier changement massif dans la vie de l'Institut ces derniers temps. L'arrivée du frère Emmanuel Pisani, le directeur de l'IDEO au Caire, va aussi certainement constituer un changement majeur dans sa vie et dans la nôtre. Voilà, personnellement, moi je reste au Caire et je m'occupe de choses plus techniques, comptabilité, gestion du personnel, voilà, des choses comme ça. Suivi du développement aussi du logiciel Diamond. Le frère René Vincent, quant à lui, prend quelques mois sabbatiques. On verra comment sa vie s'organise au terme de ce séjour sabbatique bien mérité. Alors, un troisième point, donc le départ de René Vincent, l'arrivée de Mateus. Un troisième point dont je parle presque à chaque fois, qui est peut-être la chose la plus difficile pour nous au Caire, c'est d'arriver à former des frères dominicains en études islamiques. Je disais que le frère Mateus, un Brésilien, s'est formé en philosophie islamique. En fait, ça prend énormément de temps, énormément d'argent, de former des frères dominicains. C'est difficile de trouver des frères... Voilà, on trouve des frères motivés, mais il faut négocier longtemps avec leur province. Il y a beaucoup de pertes, entre guillemets, de frères qui commencent l'aventure et qui, pour une raison ou pour une autre, sont appelés à d'autres responsabilités, soit dans le domaine du dialogue interreligieux et pas des études islamiques, c'est un peu différent quand même, soit pour aller enseigner
soit parce que ils se rendent compte que ça les intéresse pas. Donc en fait, ça a été, j'ai essayé de faire de mes 2 mandats une priorité sur la formation des frères dominicains. C'est loin d'être terminé. On espère, on attend toujours la réponse à ce jour, on attend toujours la réponse de l'ordre dominicain pour l'octroi d'une bourse pour 1 ou 2 frères qui devrait arriver en septembre. Je ne peux malheureusement pas vous annoncer aujourd'hui que c'est fait. Peut-être à la rentrée, on aura 1 ou 2 frères, des Africains francophones. Nous avons présenté la candidature d'un Rwandais et d'un Congolais, du Congo démocratique. Donc j'espère qu'en septembre, 1 ou 2 de ces frères pourront nous rejoindre. Juste pour vous donner une idée, ça prend, on estime ici qu'il faut au moins 5 ans quand on commence de zéro pour apprendre l'arabe et pour faire un master en études islamiques. On n'a toujours pas commencé un doctorat et on n'est pas encore un chercheur en études islamiques. Et donc 5 ans, c'est vraiment la formation initiale. Or, pour des frères qui arrivent ici, ils ont déjà une trentaine d'années, ils ont déjà derrière eux une formation initiale, profane, puis une formation dominicaine d'au moins 4-5 ans, 5 ans, 6 ans, qui ensuite doivent se lancer dans l'aventure, c'est extrêmement long. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est certainement le point le plus délicat de notre montage. C'est très facile de trouver des chercheurs laïcs, des étudiants, voilà, on poste des bourses, on a plein de candidatures, c'est très facile de les trouver, mais former spécifiquement des dominicains, c'est vraiment le point le plus difficile de notre montage, si on veut que l'institut reste quand même un institut dominicain. Voilà, je vais terminer mon petit mot avec 3 petits projets. 3 petits projets en cours, des choses dont vous n'avez pas forcément entendu parler jusqu'à maintenant, pour pas que je me répète trop. Le premier, c'est un projet financé par le ministère des Affaires étrangères et en partenariat avec l'Institut français ici d'Égypte et le CEDEJ, qui est un centre français de documentation économique et juridique. Et donc, les 3 partenaires ensemble, nous avons monté un programme de petites vidéos de diffusion de l'islamologie scientifique, à la fois islamologie scientifique et islamologie sociale, disons, en termes de les sciences sociales et l'islam contemporain. Donc ça, c'est le domaine du CEDEJ. Et donc normalement, d'ici quelques semaines, peut-être mois, vous devriez voir arriver des petites capsules vidéo de diffusion de l'islamologie scientifique et sociale. Et ces vidéos seront suivies au Caire de tables rondes organisées. L'idée de ces vidéos étant à la fois de diffuser l'islamologie scientifique dans un public plus large et aussi d'essayer de combler le fossé qu'il y a parfois entre à la fois des milieux croyants, musulmans, peut-être pas très scientifiques ou disons qui ne sont pas habitués à une réflexion scientifique sur l'islam, et les milieux islamologiques qui, eux, ne sont pas forcément croyants, pas forcément musulmans et qui travaillent, qui vont très loin dans la recherche. Et il y a un peu un fossé entre les deux et ces petites vidéos essayent de combler ce fossé. Ça, c'est un premier projet que vous devriez voir arriver sur vos écrans, disons probablement en septembre. Ensuite, un colloque qui est en préparation dans le cadre du projet européen Adawat qui entame sa 4e et dernière année. Nous avons 2 colloques qui ont été organisés. Le premier en octobre dernier sur la récitation, coordonné par un professeur de Lille qui s'appelle Asma Hilali. Et puis la même Asma va coordonner un 2e colloque en octobre prochain, cette fois-ci consacré à l'édition du Coran du Caire en 1924. On va bientôt fêter le centenaire de cette édition, une édition qui à beaucoup d'égards a été une édition de référence dans les études islamiques et qui voilà. Et donc on devrait publier un numéro du Midéo en 2024 consacré à cette édition qui reprendra les actes de ce colloque qui devrait avoir lieu à la fois en présentiel et à distance au Caire en octobre prochain. Donc un 2e petit projet un peu plus scientifique celui-ci. Et ensuite, un 3e projet, alors c'est en pleine friche, on est en pleine négociation, c'est extrêmement intéressant, c'est un peu original, avec des monastères coptes orthodoxes qui souhaitent utiliser notre outil de catalogage pour cataloguer leurs manuscrits. Donc on a déjà eu une première journée de formation
au catalogage des manuscrits coptes. Et donc vous devriez certainement entendre parler. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a énormément d'institutions qui sont impliquées dans ces discussions et beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas on a déjà commencé à rencontrer donc une série de plusieurs moines, ils étaient de quatre monastères différents qui ont des collections coptes et qui veulent cataloguer. Évidemment ils ne trouvent aucun logiciel, mais c'est normal parce que ça n'existe pas, il n'y a pas de logiciel disponible sur le marché simple à utiliser et clé en main pour cataloguer des manuscrits. Et donc ils nous ont contactés pour savoir s'ils pouvaient utiliser notre outil de catalogage Diamond pour cataloguer leurs manuscrits. Donc vous devriez aussi certainement entendre parler de ce projet dans les mois qui viennent. Pour nous c'est très intéressant, c'est complètement nouveau. À la fois c'est du manuscrit donc on sait faire, mais en même temps c'est du manuscrit copte, c'est des milieux dans lesquels on ne travaille pas au quotidien, donc c'est extrêmement intéressant. La première rencontre était dans les locaux de l'IFAO. C'est l'IFAO qui met ensemble un peu ces deux mondes, le monde du manuscrit islamique et le monde qui sommes nous en fait, hein, le monde du manuscrit islamique et le monde chrétien oriental, et c'était vraiment extrêmement intéressant. Voilà, donc vous devriez entendre parler de tout cela dans les mois qui viennent. Ça fait quelques informations à suivre en septembre avec l'arrivée d'Emmanuel Pisani et ces différents projets qui devraient voir le jour. Ils ont déjà commencé, mais ils devraient être un peu plus visibles. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien continu et votre confiance. Et on se sent, nous, ici, au Caire, extrêmement encouragés à chaque fois par non seulement votre soutien financier, mais toutes les conversations et toutes vos questions et tout l'intérêt que vous manifestez à nos recherches et à nos travaux. Un grand merci et une très belle soirée à vous.